de la hijra, quel est son fondement et pourquoi elle a existé et pourquoi de nos jours elle voudrait encore exister. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous m'entendez bien parce que j'ai plus de voix du tout. Donc je vais essayer de faire de mon mieux. Dans la tradition musulmane, la notion de hijra, elle est très importante, elle est fondatrice en fait, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce qui va constituer l'apparition de la religion musulmane va être un message qui, à partir du moment où il va s'exprimer, va s'établir à la Mecque et va trouver à la Mecque une opposition. L'opposition, le prophète va y faire face de façon déterminée et passive, ne répondant pas à l'agression, ne répondant pas à la torture, ne répondant pas à la répression et même au boycott. Jusqu'à un moment donné où le fait de rester ne devenait plus possible puisque il y a de ce point de vue, il y avait la volonté de détruire la communauté musulmane. Et là, c'est important, c'est que l'acte fondateur, ce que Omar ibn al-Khattab déterminera comme le début de l'ère de l'islam, c'est ce moment où Allah subhanahu wa ta'ala va demander et révéler et inspirer au prophète le départ, le hijra, le fait de partir de cet espace dont c'était ses racines. La Mecque, ce sont ses racines, c'est sa vie, c'est sa famille, et le départ vers el Medina, Yathrib au départ, el Medina Munawwara, et qui va être un acte fondateur. Et ce qui est important, c'est trois choses. La première des choses, c'est savoir reconnaître le sens de ses racines, mais ne jamais oublier que la terre de Dieu, elle est à tout le monde, ardullahi wasi'a, et donc vous allez et vous devez partir. Jamais vous ne devez justifier un manquement à votre dignité par la répression, mais ce que Dieu vous dit sur la terre, c'est exilez-vous, partez, fuyez, en l'occurrence. Mais attention, ce n'est pas fuir la répression, c'est partir avec la dignité et puis rester digne dans ce que l'on croit. Donc premier élément, c'est la notion de racine qui compte, qui est importante. Si El Hijra a de l'importance, c'est parce que les racines ont de l'importance. Donc il ne faut pas qu'on confonde tout. Ça veut dire que c'est tellement important, nos racines, qu'on doit comprendre l'importance symbolique du fait de quitter. Et pour tous ceux d'entre vous dont les parents ont quitté les pays d'origine, il faut toujours se souvenir de ça. On quitte toujours une terre, on quitte toujours sa terre, et c'est pas facile. La hijra, elle va aussi déterminer le fait de considérer qu'on doit pouvoir trouver du refuge partout. Et avant même l'acte fondateur, le prophète avait envoyé les musulmans à El-Habasha, vers le Négus, qui était un homme chrétien, un dirigeant chrétien, et qui avait cette spécificité d'être plus juste, lui qui était chrétien, que même ceux de son sang qui étaient injustes, et même de ceux qui étaient de sa famille. Donc en l'occurrence, dans la hijra, il y a une chose qui est importante. Cherchez la justice au-delà des liens du sang qui pourraient vous faire accepter l'injustice et la répression. En d'autres termes, la terre de Dieu est vaste et ce qui va déterminer votre accueil n'est pas le sang qui vous enferme, mais la justice qui vous ouvre. Et même chez quelqu'un qui n'est pas qui est chrétien, même chez quelqu'un qui n'est pas de votre religion. Deuxième des éléments. Troisième des éléments, c'est qu'avec la hijra, le prophète, dans son expérience, une fois qu'il a libéré la Mecque, donc il peut revenir chez lui, il retourne là-bas. Et donc, en l'occurrence, il surprend même les personnes qui vont se poser la question de pourquoi il retourne à Médine. Chez lui, c'était la Mecque. Attention, si chez toi, c'est ton origine, ce sont tes racines, chez toi peut devenir autre chose que ce que chez toi fut de là où tu es parti. En d'autres termes, la Mecque était sa racine, il s'exile pour
résister à l'oppression et s'installe à Médine, et il vient s'installer à Médine qui devient chez lui. En d'autres termes, les racines ne sont pas ce qui nous enferme, ils expliquent la source, ils ne disent pas l'origine. Et l'origine, ils ne disent pas, je veux dire, la destination. Et donc de ce point de vue-là, pour nous en tant que musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous célébrons la notion du mouvement des populations. Contrairement à ce qui se dit aujourd'hui, et quand on voit ce qu'on est en train de faire passer aux migrants de traitement injuste, non, il y a quelque chose qui est la dignité de l'homme. Quitter son pays pour rester digne dans son travail, pour rester digne dans sa liberté, c'est un acte de noblesse. À tous ceux qui aujourd'hui en France laisseraient entendre que vos parents, pour la majorité d'entre vous, qui sont venus de l'Afrique du Nord, ont agi ou sont venus pour prendre le pain des Français ou sont venus pour s'installer. Non, ils sont sortis avec la dignité de ceux qui veulent vivre avec la dignité, pas simplement avec l'accueil de ceux qui disent on est gentil, on vous accueille. D'ailleurs, historiquement, c'est pas comme ça que ça s'est passé en plus. En plus, ce n'est pas. Donc il faut connoter le terme de migration de façon très positive. Il dit l'importance des racines, il dit le droit du mouvement et il dit la possibilité de s'installer et de faire sienne la demeure où l'on s'est installé. Et d'un point de vue musulman, ça veut dire que partout où nous nous installons, avec notre foi, avec notre identité, eh ben, nous sommes dans une demeure qui est notre demeure, qu'il n'y a pas à distinguer et à opposer. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a historiquement absolument à bien comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, quand on dit que vous êtes français de confession musulmane ou que vous êtes français, ce qu'il faut comprendre, pas simplement intellectuellement, mais avec le cœur, c'est que vous êtes à la maison. Et donc l'idée qu'on devrait repartir de là où on est venu, non, on est à la maison, c'est la demeure. Et donc après, comment est-ce qu'on fait quand ça va mal chez soi ? Comment est-ce que l'on fait quand on peut sentir une stigmatisation? Là, c'est la réponse à la question. Je pense qu'on y reviendra par vos questions, Charles. Je voudrais revenir à vous, Samia. Vous êtes une grande actrice de dialogue interreligieux. Vous voyagez énormément et vous voyez beaucoup de choses qui se passent ailleurs que chez nous. Je voudrais vous poser la question, comment les Français, qui normalement devraient, leurs racines, comme il a dit, ils sont chez eux, ils sont à la maison, arrivent à partir pour ne plus jamais revenir alors que c'est ici leur pays en fait au final et c'est leurs racines et c'est ici qu'ils devraient rester. Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour cette question, merci pour ce débat. Je suis ravie de pouvoir parler de départ autrement que sous l'angle de départ en Syrie et au Levant. En règle générale, quand on parle du départ des musulmans, il est toujours question de djihadisme. Et je suis très heureuse que le forum puisse aborder cette question de façon sérieuse. Alors, je vais faire quelque chose, vous êtes très nombreux, je ne m'y attendais pas, mais on va essayer de vous engager davantage. On va essayer de faire un sondage, si tu me permets. Je vais poser une question, vous levez la main très haut. Qui a déjà envisagé le départ de la France pour lui ou pour ses enfants? Levez la main bien haut. Ah oui, quand même. Deuxième question. Qui a parmi son entourage très proche, c'est-à-dire frères, sœurs, enfants, ou amis très proches, qui est parti de la France? Levez la main. Ah oui, donc bon. Ça dit le sérieux de la question. Pour répondre à votre question, Mariam, je vais me permettre de partager avec vous une anecdote très personnelle. Alors, ma famille, comme beaucoup de familles musulmanes, a conscientisé, a dans son ADN l'exil, le départ. Mes parents, comme beaucoup d'entre vous, ont quitté leur champ d'olivier, leurs horizons connus, avec dignité, je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur Ramadan, pour rejoindre la France, une petite ville tout près de Lyon, pour une seule et simple raison, pour nous permettre à nous, à leur descendance, qui n'étaient pas encore là, d'ouvrir de nouveaux champs, des horizons possibles, et pour nous permettre de nous épanouir. Et mes frères et moi-même avons porté, avec gratitude, bienveillance,
cette mémoire collective de l'exil. Si je vous dis ça, c'est pour une raison. Janvier 2015, les attentats arrivent en France, qui ont été une rupture à la fois dans le champ social, une rupture médiatique, une rupture collective, des ruptures même, je pourrais dire. Et donc, dans ce tourment médiatique où j'étais, dans ce tourment de travail dans lequel je me situais, j'ai appelé ma référence, ma mère en l'occurrence. Donc j'étais au téléphone avec ma mère et à travers la discussion que j'ai eue, elle a dit une chose qu'elle n'avait jamais dite auparavant. Ma fille, en arabe, Benti, ce côté très tunisien, elle m'a dit « il serait peut-être envisageable ou meilleur que tu t'en ailles ». Et je sais à quel point elle l'a dit avec émotion, je sais à quel point ça lui a coûté de dire ça, parce que pour elle, cette France, où nous sommes tous nés, tous mes frères et sœurs, constituait un ancrage territorial. C'était la maison, effectivement, vous avez raison. Simplement, ce que je constate à travers mes nombreux voyages, un de mes surnoms, je disais ça en introduction à Meriem avant d'entrer, c'est Bint Battuta. Vous connaissez tous probablement ce grand voyageur, qui a beaucoup plus voyagé que Vasco de Gama, et on ne lui reconnaît pas assez ce titre-là. J'ai pérégriné au Proche-Orient, où j'ai vécu en Palestine. J'ai pérégriné en Europe. Je rentre de Bruxelles pour le forum. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait de plus en plus de Français comme moi qui envisageaient ce départ. Avec tristesse, c'est assez ironique et c'est un constat assez triste qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que le thème général de cette rencontre, des rassemblements, cette 33e, c'est « Construisons l'avenir ». Et une des questions qu'on est en train de se poser, c'est est-ce qu'il faut partir pour construire son avenir? C'est quand même un peu triste comme constat qu'on fait. Néanmoins, pour revenir le professeur Tahir-Mehdan nous a fait un bond historique, fondamental à avoir, mais dans notre vie au quotidien, on a de plus en plus de mobilité. Si vous regardez les chiffres de l'INSEE, en 2006, on avait 183 000 personnes qui avaient quitté la France. En 2013, on a un bond de 5%. Et cette migration est de plus en plus importante. Bon, vous n'êtes pas censé, vous savez peut-être qu'il est impossible de faire des recensements ethniques ou religieux, donc on ne sait pas qui part, mais on constate quand même que nous avons parmi nous, et vous avez levé la main pour me le montrer, qu'on a de plus en plus de jeunes, et c'est vraiment une tranche de génération, c'est 18-30 ans, qui s'en va de la France. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi en sommes-nous arrivés, nous qui sommes nés ici, nous qui sommes les descendants de ces exilés, à envisager ce départ? Et vers où? La question c'est pourquoi, quelles sont les causes, quelles sont les destinations favoris, choisies par ces jeunes, et surtout qu'est-ce que ça dit? De quoi ces départs et ces nouveaux exilés sont-ils le nom? Alors, on va en parler davantage, mais s'il fallait mettre en avant ou en exergue un certain nombre de destinations, je pense que vous y pensez tous, mais on a les pays anglo-saxons, j'en parlerai plus tard, on a les pays du Golfe, et les raisons qui sont invoquées, alors là c'est vraiment pas une étude scientifique mais que je vous offre, mais c'est vraiment le retour que j'ai pu avoir à travers mes voyages. Les raisons qui sont évoquées par les jeunes musulmans, d'abord c'est souvent des jeunes musulmanes. L'une des premières raisons, c'est le voile, c'est-à-dire l'idée de pouvoir s'épanouir et de pouvoir être qui nous sommes dans un pays où, en France, il est impossible d'aller à l'école, en tout cas au collège et lycée. On espère que ça ne changera pas et que l'université maintiendra sa laïcité. Les autres raisons, c'est aussi les discriminations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous reprenez un certain nombre d'études. Tous les ans, on a des études qui nous montrent la même chose. Quand on s'appelle Mohamed, qu'on habite dans un quartier donné, on a 10 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. Et toutes ces raisons additionnées permettent de comprendre aujourd'hui le malaise qui traverse les Français musulmans. Et j'ai même envie de vous dire,
pas seulement les musulmans. Parce que quand on regarde et on fait des études autour de la jeunesse française, elle est de plus en plus, à 60% de la jeunesse française aujourd'hui, est tentée par le départ. Pour plein de raisons, le mal-être social, l'économie. Mais il y a quelque chose dans cette question que nous sommes en train de nous poser, des choses qui sont révélées sur l'état de notre société, sur le bien-être de ses citoyens, musulmans, et j'ai même envie de dire ou non. Après l'analyse de Samia, je voudrais vous poser la question, dans ces pays anglo-saxons ou le Golfe, etc., est-ce qu'ils y trouvent réellement moins de discrimination ou finalement c'est un fantasme, on est bien dans son pays que quand on s'y sent bien au final? Écoutez, moi je n'ai pas des statistiques qui permettent d'étudier le mouvement. Je vis en Angleterre et je visite beaucoup, je voyage beaucoup, je visite beaucoup et je trouve beaucoup de Français à travers le monde. Ce qui est certain, c'est que sur le marché de l'emploi anglo-saxon, aux États-Unis comme dans d'autres pays européens, mais par exemple comme ne prenons que deux exemples, l'Angleterre et puis les États-Unis, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à l'emploi et de pouvoir trouver un travail à partir de ses compétences. Et que le rapport à l'origine, le rapport à la religion sont beaucoup moins problématiques. Non pas le problème de la visibilité vestimentaire est un non-problème aux États-Unis comme c'est un non-problème en Angleterre. Maintenant, il faut faire attention. L'accès à l'emploi immédiat ne veut pas dire qu'ensuite il n'y a pas des structures de stigmatisation et de discrimination, elles existent. J'ai énormément de jeunes en Angleterre qui vivent des situations de discrimination et de racisme. C'est peut-être pas forcément d'ailleurs simplement sur le plan religieux, mais ça peut être par exemple par rapport aux populations noires, un racisme structurel, réel. C'est vrai aussi par exemple aux États-Unis où vous avez les latinos sont la population la plus discriminée et ensuite viennent les Africains, les African Americans. Donc vous avez tout ce problème-là. Donc il ne faut pas idéaliser. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser, même si on ne peut pas ne pas reconnaître qu'il y a des facilités. Ensuite, dans les États du Golfe aujourd'hui, il y a des appels de main-d'œuvre, de fonctionnaires, d'employés, et ils sont très très intéressés par ces jeunes dont ils savent qu'ils ne trouvent pas de travail et qui sont issus, et puis ils leur donnent des possibilités d'emploi réelles. C'est vrai, ça existe. Mais encore une fois, ce mouvement-là, il est lié à plusieurs raisons, et donc ce que Samia a mis en évidence par rapport aux raisons qui poussent les gens à partir, le mal-être, la discrimination, le rapport à la religion, l'impossibilité de s'épanouir, tout ça c'est vrai. Il y a d'autres raisons aussi qu'on voit, parce qu'aujourd'hui, alors ça c'est statistiquement, il y a 2 pays dans lesquels il y a des populations qui se sont installées en Europe et vers lesquels la population est la plus importante à retourner. Ces 2 pays, c'est le Maroc et c'est la Turquie. Le Maroc et la Turquie pour des raisons en fait économiques. Il y a des opportunités économiques qui se sont développées au Maroc et la Turquie, ça a été un grand boom pendant des années. Maintenant, la situation, elle change. Mais vous avez beaucoup de jeunes de 2e, 3e génération d'origine marocaine qui repartent au Maroc parce qu'ils ont des possibilités, beaucoup plus que pour l'Algérie, beaucoup plus que pour la Tunisie. Et puis, donc là, quelles sont les raisons? C'est des raisons économiques de véritablement, en fait, c'est 2 choses. L'économique lié au culturel et au religieux, c'est 2 choses. C'est quand on a la possibilité de trouver quelque chose qui soit d'équivalent, ou en tout cas qui nous permette de vivre économiquement, eh bien, on s'en va. Ça, ce sont des choses, et c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça, ce sont des mouvements de population, des réalités qui sont intéressantes, qu'il faut étudier, qu'il faut préserver. Ce que je percevais derrière votre question aussi, c'est quand même quelque chose qui est aussi beaucoup plus fondamental. C'est-à-dire, mais je vais m'arrêter, mais simplement pour dire, ce qui doit être pour nous une réflexion fondamentale, c'est dans l'état de la politique, du discours et du type de rapport que l'on a, ou du type de couverture médiatique, de discussion ou de débat intellectuel dans la société française, quelle est la meilleure attitude? Est-ce que partir
est la bonne réponse? Et si ça n'est pas de partir la bonne réponse, quelle peut être la bonne réponse? Je voulais revenir sur quelle est la meilleure attitude, comment rassembler ces personnes en Europe, ou surtout en France, vu qu'on est en France. J'ai bien aimé votre projet de Révèle parce que justement c'est quelque chose qui fait que ça les permet de rester en France. Vous pouvez nous en parler plus de votre expérience? Alors, effectivement, moi c'est très personnellement, hein, c'est une question que je me pose à peu près tous les jours. Est-ce que je reste ou je pars pas? Et c'est une question que je débat